Dernière partie de l'Africa Newsroom. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, docteur en droit. Pierre-Franklin Tavares, philosophe, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre le paludisme. Le paludisme, la maladie, cause chaque année le décès de 400 000 personnes dans le monde. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Bien que le nombre de cas ait diminué depuis une quinzaine d'années, recule de 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Le paludisme continue cependant de faire des ravages dans d'autres pays. Une maladie infectieuse encore loin d'être éradiquée. C'est précisément le cas en Ouganda. Ange Bijou, Nomenyo. Lorsqu'elle était enfant, Joanne Nalubega souffrait fréquemment de paludisme, une des maladies les plus meurtrières en Ouganda. Consciente des ravages que cette pathologie peut causer dans sa communauté, elle a mis sur pied une entreprise spécialisée dans la fabrication de savons anti-moustiques de longue durée. Quand j'étais enfant, je souffrais souvent de paludisme. J'ai donc grandi avec cette motivation qui est de lutter pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que je suis entrée à la Social Innovation Academy pour me former. Même si cela me semblait impossible, j'ai trouvé les moyens d'y parvenir. Joanne Nalubega vend ses savons avec une marge élevée dans les complexes hôteliers et les hôtels haut de gamme. Avec ce commerce, elle subventionne le produit aux habitants de sa communauté locale en le vendant au même prix que les produits de nettoyage ordinaires. Avant de commencer à utiliser ce savon, les enfants étaient régulièrement atteints de paludisme. Ils avaient le matin plusieurs marques de morsures sur le corps dues à des piqûres de moustiques. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me bats plus pour acheter des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde, en Afrique orientale et australe. Pauvre en Afrique. Alors, l'Ouganda qui tente donc de s'organiser, on l'a vu dans le reportage avec ce savon anti-moustique. En fait, il s'agit de prévenir véritablement la maladie, mais alors pas de preuves sur le long terme que ça fonctionne véritablement. Mais ce que l'on sait en tout cas dans les avancées concernant le paludisme, c'est que 7 pays africains, selon l'OMS, pourraient en être débarrassés définitivement d'ici à 2020. C'est le cas notamment de l'Afrique du Sud, l'Algérie. On a des pays également comme le Cap-Vert, les Comores. Donc la question, c'est bien sûr de savoir comment généraliser les efforts qui ont été entrepris par ces pays au reste du continent, bien que la souche peut différer d'une région à une autre. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla. C'est vrai que la souche peut différer d'un endroit ou d'un pays à un autre parce que tout dépend de... La plupart du temps, le palud se transmet par les anophèles. Les anophèles. Quand il y a la propriété, lorsque l'environnement est propre, ça attire moins les anophèles. Mais lorsque l'environnement n'est pas sain, ça favorise la prolifération des anophèles. Donc, plus le pays est plus propre, l'environnement est protégé, les populations seront saines. Et je pense que l'invention de madame qu'on vient de voir, le savon contre les moustiques, est vraiment, ça, c'est quelque chose de beau. Et je pense que l'État doit l'aider à développer son entreprise. Mais quand j'ai lu son histoire ou sa découverte, j'ai pensé au lobbyisme pharmaceutique en Afrique parce que comme le paludisme se propage beaucoup plus en Afrique. L'Afrique constitue un endroit de consommation de beaucoup de produits pharmaceutiques. Et donc, est-ce que les lobbies, c'est-à-dire les groupements de pression, ne vont pas aller à l'encontre de sa découverte? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait des inventions, mais c'est pas arrivé, ça n'a pas abouti. Donc, il appartient à l'État ougandais et à d'autres États aussi de se rapprocher de madame afin que ces savons soient commercialisés dans d'autres pays. Parce que les produits, les médicaments contre le palud sont très chers. Hein. Vous avez pour 5 à 10 € en Afrique, c'est beaucoup.
Donc, alors, dans certains pays, on voit que effectivement la lutte est véritablement une priorité, mais dans d'autres, c'est pas toujours le cas. Pierre Froulin-Tavares. Oui, moi, si vous me permettez, madame, je voudrais dire en liminaire, quand vous lisez par exemple les leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel, il attribue la découverte de la quinine, et c'est exceptionnel, à un médecin nègre, un médecin noir, le docteur Kingera, qui, dit-il, habitait à l'époque, bien évidemment au XVIIe, XVIIIe siècle, sur les côtes brésiliennes. Donc il y a toujours eu, du côté des élites noires, en tous les cas une partie, un rapport au paludisme qui est important. Là, j'ai rappelé un élément important de l'histoire médicale concernant le paludisme. Quand vous allez, par exemple, à la place du Luxembourg à Paris, vous verrez que cette découverte est attribuée à deux médecins, à deux pharmaciens français, Caventou et Pelletier. Ce que fait madame s'inscrit, elle renoue avec une tradition. Et ça, il faut la saluer. Deuxièmement, c'est une dame. C'est-à-dire, c'est une mère, sans doute, ou en tous les cas, la conscience de la maternité, qui fait qu'elle a compris. Et en Afrique, souvent, les femmes comprennent beaucoup plus vite sur les choses élémentaires, efficaces et pertinentes. Elles comprennent souvent beaucoup plus vite que les hommes. Vous verrez que dans tous les gouvernements qui fonctionnent bien en Afrique, il y a soit une majorité de femmes ou une parité de femmes, Cap-Vert, Rwanda, etc., etc. La troisième chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il s'agit d'un répulsif. Ce n'est pas un traitement médicamenteux. La quatrième chose qui est importante dans le reportage que vous indiquez, c'est que Madame Nalubega a une vraie stratégie commerciale, avec une propension, avec une attention même, une affection à l'égard des plus humbles. Elle facture un peu plus cher aux hôtels son produit, et la valeur ajoutée qu'elle dégage, elle est convertie une partie. Nous avons là le prototype des personnes dont je parlais, qui ont une conscience sociale, qui savent que toute découverte scientifique ou toute innovation médicamenteuse ou répulsive a forcément un impact social. Et vous avez raison de le rappeler que précisément les lobbyistes vont sans doute encore tenter d'éteindre cette affaire, à moins qu'elle passe des accords avec eux, parce que nous avons là un lobby pharmaceutique dont déjà France Fanon évoque en termes de conflit, le grave conflit dans les damnés de la Terre qu'il y avait entre les dentistes, les pharmaciens, plutôt les pharmaciens, et les tradis praticiens. Une opposition entre les deux. Et là, c'est cette même opposition qui maintenant va ressurgir. On va avoir, avec la modernisation de la démarche, un conflit entre l'industrie pharmaceutique et cette dame-là. Et vous avez raison, madame. Il faut absolument que les États s'emparent. Il faut créer un marché intérieur. Hein. Il y a, en termes de salubrité, j'ai beaucoup travaillé sur la salubrité, en montrant comment, avec la salubrité, on pouvait à la fois relever les États, mais épargner les populations en termes de protection sanitaire, mais même en termes de journée de travail, même en termes de capacité physique de travail. Et puis, troisièmement, il faut que cette femme-là trouve des correspondants dans les différents pays et qu'elle crée des petits marchés. Et puis qu'elle grandisse comme un vrai entrepreneur. Et puis se trouvera, je n'en doute pas, quand même parmi à la fois les riches hommes africains ou femmes africaines, les Nana Benz, je pense, des personnes qui peuvent tout à fait investir et puis créer un capital, hein, une entreprise à valeur capitalistique. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment saluer cette démarche-là. Il faut que l'Afrique fonctionne sur ce modèle-là. On n'a pas toujours besoin, l'innovation, l'intelligence ne dépend pas toujours des grands contextes macroéconomiques, etc. Chez soi, on peut aussi inventer des choses pertinentes et très efficaces pour les populations. Anne-Marie, donc une initiative privée, mais de l'autre côté, effectivement, on n'a pas vu l'État s'impliquer dans cette initiative. Donc, en Ouganda, est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est une priorité pour le gouvernement, la lutte contre le paludisme? Que ça soit une priorité, je pense que c'est le gouvernement qui le sait. Mais je suis pas. Alors, le gouvernement dit souvent que lutter contre le paludisme, c'est l'une de ses priorités, mais quand on se penche sur le nombre de cas qui ne cesse de grimper au fur et à mesure des années, on se pose quand même la question. Là, que fait le gouvernement? Que le gouvernement veut cacher la forêt avec l'arbre, veut prendre l'arbre pour cacher la forêt. Ouais. Ce qu'il faut, comme M. Tavares l'a dit et que je l'ai dit précédemment, il faut saluer cette brave femme parce que ça permettra à plusieurs couches. Je ne pense pas que son savon soit cher et en plus
c'est à titre préventif. Et c'est sans produits chimiques, contrairement aux traitements curatifs des traitements paludéens. Et donc, il appartient, je pense que, comme ça a été médiatisé, peut-être que le gouvernement n'était pas au courant. Certains Ougandais, la majorité des Ougandais n'étaient pas au courant. Peut-être que la diaspora aussi ougandaise ou africaine n'était pas au courant. Comme ça a été médiatisé sur votre chaîne et que ça sera, je l'espère, relayé sur d'autres chaînes, certainement ça va attirer des investisseurs et des partenaires qui permettront à Madame de développer son activité. Alors, de manière générale, pour ce qui est du continent, le nombre de cas a bel et bien diminué depuis une quinzaine d'années, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Pierre-Franklin Tavares, qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce sont des traitements peut-être plus agressifs? Est-ce que c'est la sensibilisation qui avance? Oui, non, c'est essentiellement dû au grand programme financé par les grands organismes internationaux. Je pense à la Banque mondiale et tout ce genre d'institutions ou d'organismes. Effectivement, beaucoup d'argent a été injecté. Mais ceux qui en tirent profit, bien évidemment, la population. Parce que moins il y a de paludéens, mieux c'est. Je l'ai rappelé tout à l'heure, en termes de capacité de travail, de journée de travail, de santé publique, etc. Mais là, nous sommes sur autre chose. Nous sommes sur une innovation qui part pratiquement de rien, d'une petite, entre guillemets, une petite intelligence, qui trouve que, effectivement, peut-être que ce répulsif-là peut être beaucoup plus efficace. Et véritablement, il faut créer des conditions, comme vous le faites d'ailleurs sur la promotion de cette expérience-là. Il faut mobiliser quelques capitaux et puis après aller à la bataille comme on va quand on a une entreprise. Ça aussi, c'est pas parce qu'on est africain qu'on doit se départir des lois du marché. Je pense que cette dame, qui a une vision très claire, qui fait de l'économie sociale par ailleurs, elle va trouver nécessairement en Afrique, peut-être même, parce que même dans les grandes institutions, des fois, il arrive qu'on ait des gens intelligents, si vous me permettez de le dire, et puis qui comprennent qu'on peut aider comme cela aussi. Anne-Marie? Je pense aussi, comme M. Tavares l'avait dit, Madame, si au cas où l'Ouganda, qui est son pays d'origine, où des autorités des autres pays ne souhaiteraient pas l'aider ou ne veulent pas l'aider, Madame peut avoir des correspondants dans d'autres pays. Ça constituera un circuit qui permettra de commercialiser son pays. Et en fonction, je pense qu'elle gagnera plus à ouvrir le marché. Pourquoi? Parce que par rapport à la convertibilité des devises étrangères, Madame gagnera à le faire. Au fur et à mesure, son entreprise se développera. Et si vous me permettez, je risque cette hypothèse-là. Moi, je crois qu'on a des vraies femmes qui sont des entrepreneurs, qu'on appelle les nanabens en Afrique de l'Ouest. Il peut y avoir une jonction. Au Bénin et au Togo. Il peut y avoir une jonction. Elles ont montré comment elles sont actives sur le marché, comment elles ont carrément délimiter un segment du marché, notamment sur l'épargne, et puis comment elle manipule bien les finances. Je pense qu'il faut envisager, alors je ne sais pas si dans la sous-région, là-bas, en Afrique centrale, il y a un équivalent, mais les femmes peuvent elles-mêmes, si elles le souhaitent, faire des convergences entre la finance et puis l'innovation comme ça, et puis le propulser. Imaginez simplement que les nanabens décident d'ouvrir à côté de leur commerce de pagne et décident de porter ce produit-là, vous voyez, tout de suite, le marché l'est presque fait déjà. Je pense aussi que ce qui est très important, il faut faire labelliser le produit de Madame parce que après on ne saura pas qui a été à l'initiative de... Il faut qu'elle protège son brevet. Voilà, c'est ça. Il faut faire breveter sa découverte, son invention. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Anne-Marie Kofi-Kouadio-Bla, je rappelle que vous êtes docteur en droit. Pierre-Franklin Tavares, vous êtes philosophe. Merci d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.